Bienvenue sur Feedback, le podcast autour du management et du leadership. Je suis Elodie, manager depuis 14 ans, et ma mission, c'est d'aider les salariés et entrepreneurs à prendre confiance en elles pour manager sereinement leur équipe. Alors si toi aussi tu es convaincu qu'on peut avoir un management bienveillant et un leadership affirmé sans écraser les autres, abonne-toi. Tu trouveras ici tous mes conseils et retours d'expérience pour t'aider à devenir une des leaders de demain. Je te souhaite une agréable écoute. Hello à toi et bienvenue dans le podcast Feedback. Si jamais tu ne me connais pas, Feedback, c'est le podcast qui t'aide à devenir la manager que tu rêves d'être. Et aujourd'hui, je suis ravie d'accueillir à mon micro Zoé Maillet, qui est pour moi une manager jeune et inspirante à la fois. Zoé a eu un parcours assez exceptionnel à mes yeux, ultra inspirant, puisqu'elle est passée de la diplomatie internationale à une start-up. Elle a clairement fait le grand écart et elle n'a que 29 ans. Je voulais impérativement qu'elle partage son expérience ici dans le podcast parce que je suis sûre que tu vas en retirer plein de leçons pour toi, pour le développement de ta carrière et surtout pour ton management, puisqu'à la fin de l'interview, elle nous donne ce qu'elle a mis en place avec son équipe et qui l'aide dans son quotidien. Zoé, je l'ai connue parce qu'en fait, elle a fait ma formation Manager 360. C'est une des membres de ma formation. Et je voulais aussi qu'elle partage son parcours et qu'elle nous explique aussi ce qu'elle a pu retirer de la formation. C'est un sujet dont on parle à la fin de l'interview. J'espère que cette interview va te plaire autant qu'à moi. J'ai vraiment pris beaucoup de plaisir à interviewer Zoé. Je te souhaite une très bonne écoute. Bonjour Zoé, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui à mon micro. Ça fait un petit moment que j'ai en tête de t'inviter parce que je trouve que tu as un parcours exceptionnel malgré ton jeune âge et je mets des guillemets. Et je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partager ton parcours et ce que tu as pu retenir de tout ça avec les personnes qui nous écoutent, avec nos auditrices. Et j'ai aussi eu le bonheur de t'avoir comme membre de Manager 360, ma formation qui aide à manager beaucoup plus sereinement son équipe et à trouver un équilibre entre sa vie pro et sa vie perso. Et je voulais aussi en profiter à la fin du podcast pour que tu nous partages ce que tu as vécu aussi dans le cadre de cette formation. Alors, pour commencer, puisque forcément les personnes qui nous écoutent ne te connaissent pas, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours professionnel et du coup, ce qui t'a amené au tout début à t'intéresser au côté international de ta carrière. Et aujourd'hui, tu travailles dans une start-up, mais voilà, j'aimerais que tu nous détailles un petit peu tout ton parcours professionnel avant d'entamer les questions. Ok, très chouette. Bonjour tout le monde, moi c'est Zoé. Alors j'ai déjà commencé, j'ai toujours adoré les langues en fait depuis que je suis petite. Du coup j'ai fait des études là-dedans et notamment dans les langues asiatiques et le chinois au début. Ce qui m'a aidé à être recrutée au début de ma carrière professionnelle dans une grande association française qui accompagne les entreprises dans leur développement à l'international. Et dans cette association-là, je gérais la zone géographique de l'Asie. Donc l'entièreté de l'Asie plus l'Océanie. Donc ça veut dire vraiment une grande partie du globe, on va dire. Et ce qui était chouette, c'est que j'organisais les délégations à l'étranger, donc les chefs d'entreprise françaises. Donc c'était les grosses entreprises françaises type CAC 40. Donc c'était quand même assez impressionnant de commencer au début par là quand t'es toute petite, toute jeunette et que tu viens d'arriver à Paris. Et en fait, j'organisais évidemment avec des collègues des délégations en Asie et j'organisais aussi la venue de grands représentants étrangers en France à Paris. Donc ça passait des chefs d'État aux ministres, aux ambassadeurs et du coup on organisait des réunions à Paris. Donc j'étais vraiment dans l'aspect très événementiel, accueil des personnes, organisation logistique, beaucoup de diplomatie du coup, puisque ce sont des personnes en général de genre masculin avec un ego qu'il faut savoir gérer. Mais c'était super intéressant parce que c'était vraiment toute l'Asie. J'ai pu bosser avec Japon, Taïwan, Inde, Pakistan, Australie. J'ai pas fait Nouvelle-Zélande, je crois pas. Je sais plus. Thaïlande, Vietnam, etc. Donc c'est vraiment des cultures très différentes. Et comme j'ai eu la chance auparavant de travailler beaucoup avec la Chine, ça m'a vraiment aidé de comprendre que c'était très très différent les mentalités et du coup m'adapter par rapport à ça, j'ai adoré.
Et ensuite, j'ai été recrutée par le gouvernement coréen, donc une entité du gouvernement coréen à Paris. C'était une branche de l'ambassade, donc pour la partie plutôt économique. Et là, j'étais vraiment chargée de projet, donc je devais faire un petit peu le pont entre les entreprises coréennes qui souhaitaient vendre en France et du coup trouver des acheteurs ou des partenaires. Et là, ce qui était vraiment passionnant, c'est qu'il y avait des projets dans tous les sens, puisque la Corée du Sud, c'est vraiment un petit pays, mais avec 15 000 choses à faire. En plus, moi, passionnée de cosmétiques, j'ai pu travailler pas mal sur la K-beauty à cette époque-là, donc j'étais ravie. Mais je travaillais aussi sur l'hydrogène, les vêtements, les lunettes, les piles électriques, enfin tout ce que tu veux. Mais là, ce qui était intéressant, c'est que j'étais vraiment attachée à une culture en particulier, la culture coréenne. Et je trouvais ça trop intéressant parce que c'était vraiment comment s'intégrer, puisque j'étais la seule française dans cette entité-là. On était une quinzaine de personnes à peu près. Donc j'étais vraiment en immersion totale. Alors non, j'exagère. J'avais un collègue à moi qui était français, mais qui était pas du tout dans le même service. Donc on était 2 Français avec une quinzaine de Coréens. Et moi, dans mon bureau, il y avait que des Coréens, donc ça parlait en coréen toute la journée. Donc c'était vraiment l'immersion en plein Paris. Quand je rentrais à la maison le soir, je savais plus quelle langue je parlais parce que entre l'anglais, le français, le coréen, ça va dans tous les sens. Mais c'était vraiment passionnant. Et en fait, ce qui m'a plu dans ces expériences-là, c'est vraiment le côté multiculturel qui me passionne, parce que pour moi, multiculturel, c'est quand même une ouverture d'esprit, une adaptabilité, à avoir. Ouais, c'est vraiment l'ouverture sur la culture de l'autre, comment s'adapter, comment faire en sorte que ce que tu dis soit approprié, va être compris par l'autre. Donc j'aimais beaucoup. Alors bon, je te cache pas, c'est venu avec ses challenges aussi, puisque c'est... On va y revenir après. C'est ça, voilà, c'est pas toujours évident. Là, je le peins comme si, voilà, j'ai l'impression que j'ai dépeint ça comme j'ai fait ça, c'était trop fastoche. Alors que évidemment, il y a eu pas mal de moments où c'était plus difficile, mais j'en retire des expériences assez positives dans l'ensemble en termes d'apprentissage, on va dire. Donc voilà pour le petit parcours en 2 minutes. Et après, on va basculer. Il y aura quelques questions après sur ce que tu fais actuellement et la boîte où tu travailles actuellement, puisque voilà, t'es passé de la diplomatie à la start-up, on va dire, univers rien à voir. Complètement opposés. Avec deux cultures de travail complètement différentes. Alors, moi, j'adore échanger avec des personnes qui ont eu des expériences de travail, soit à l'étranger, soit avec des sociétés étrangères, puisque les cultures d'entreprise, la place du travail et aussi les codes du travail sont complètement différents par rapport à la France et à l'Europe. Du coup, quelle différence essentielle tu as perçue entre le monde du travail européen et le monde du travail asiatique? Après, si tu veux cibler chinois ou coréen, tu peux. Si c'est plus facile pour toi, voilà. Mais quelles sont les principales différences que tu as pu voir entre ces 2 systèmes? Alors, je préfère parler de la Corée du Sud parce que c'est ce que je connais le plus, et surtout l'Asie est un continent très vaste avec des cultures très différentes. Entre la Chine, l'Inde, le Pakistan, la Thaïlande, ça n'a rien à voir les cultures d'entreprise. Donc je suis plus experte, on va dire, en mettant des guillemets, sur la culture de l'Asie du Nord-Est, donc plutôt Japon et Corée. Et la Corée du Sud, en termes de différence de gestion d'entreprise, de management, alors le truc le plus obvious peut-être, mais c'est la gestion du temps. En Asie et tout particulier en Corée du Sud, être en avance, c'est être en retard presque. Donc quand tu commences à 9h, t'arrives à 8h30 ou 8h45, et si t'arrives à 8h45, tu exagères un petit peu. Donc c'est vrai que ça... Alors, moi, je suis une flippée, donc j'arrive toujours en avance de toute façon, mais c'est vrai que pour d'autres personnes, ça peut être un peu étrange de se dire, bah non, t'es en France, ton contrat, il y a marqué que tu commences à 9h, t'arrives à 9h. Mais dans les codes, ça se faisait pas, en fait. Donc, il fallait vraiment arriver en avance. Il y a aussi une culture du respect qui est très, très différente, parce que la Corée du Sud, c'est un des pays au monde les plus codifiés en termes de hiérarchie et de respect de l'autre. Notamment, par exemple, le fait de se dire bonjour le matin. Alors, en général, quand on se dit bonjour le matin en entreprise, en open space, on lance un salut à la cantonade et voilà. Là, en fait, il faut vraiment aller saluer le chef. En plus, en Corée, on s'incline quand on dit bonjour à un chef. Donc, en Corée, en fait, pour dire bonjour, tu t'inclines de manière générale. Alors, tu baisses la tête quand c'est un collègue. Par contre, quand c'est un supérieur hiérarchique, vraiment, tu baisses presque le dos, en fait. Et du coup, tous les matins, il fallait aller dire bonjour au directeur ou à la directrice comme ça. Et
j'étais habituée parce qu'ayant bossé avec l'Asie auparavant, on salue toujours comme ça, donc ça me choquait pas. Mais je sais que quand j'en parlais à des copains qui travaillaient pas là-dedans, ils disaient mais comment ça, enfin ça fait très serviteur, alors que pas du tout. Enfin, quand je l'explique comme ça, je pense que peut-être pour des Français ça peut paraître très choquant et très servile, alors qu'en fait là-bas c'est vraiment, c'est un peu comme si tu disais bonjour mais que tu serrais pas la main des gens, ça serait un petit peu étrange quoi. Bah là c'est exactement pareil, okay. C'est juste que la gestuelle est différente. Et du coup moi ça m'embêtait un peu quand il y avait le jugement d'autres personnes en disant mais t'es hyper servile quand tu fais ça. Je dis bah tu vas pas me dire ça si je te serre la main. Donc là c'est juste une gestuelle différente. Donc ça c'est pour les petits changements très basiques. Et après pour les plus gros changements où là c'était un peu plus complexe pour moi parce que ça, là c'est vraiment la politesse, la vie de tous les jours. Donc ça c'est plus facile à assimiler. Par contre la différence du management est un peu plus complexe parce qu'en fait la Corée du Sud c'est vraiment tout découle du chef. Alors tu vas me dire en France c'est pareil, c'est le chef qui décide, mais dans mon expérience dans les entreprises françaises, sans vouloir être méchante, c'est le chiffre qui décide. C'est pas le chef en tant que ça. Enfin, désolée, je suis un peu crue, mais c'est voilà. Tu es très business. Non, je plaisante. Non, mais j'aime bien ton analyse. C'est une très bonne punchline, ça. Désolée, mais je trouve que c'est quand même, dans la culture française, on a quand même une analyse business plus poussée. Je dis pas ça pour un reproche de la Corée du Sud. La Corée du Sud, c'est un pays qui est très jeune, qui était la guerre de Corée, c'est les années 50. Donc, c'est quand même très, très jeune. Donc, c'est normal qu'ils n'aient pas une analyse poussée business comme nous, on peut l'avoir, puisque nous, le business en France, ça fait longtemps qu'on l'a. Donc, c'est vrai que nous, on a une réflexion stratégique long terme. Et la Corée du Sud, il y a une culture qui s'appelle le pali-pali. Et pali-pali, ça veut dire vite en coréen. Et du coup, il faut que les décisions soient prises rapidement, ce qui en soi peut être un atout, puisqu'on est très dans la culture du management agile en ce moment. Mais le pali-pali ne veut pas dire réflexion derrière. Donc le pali-pali, c'est aller vite parce que le chef veut quelque chose et du coup, il faut que tu le donnes de suite après, même si c'est pas logique, tu t'en fous, tu poses pas de questions, c'est comme ça. Okay. Et nous, les Français, on pose beaucoup de questions, je me suis rendu compte. On a beaucoup besoin de sens, on dit toujours pourquoi. Et en fait, je me rends compte que d'un point de vue coréen, je pense qu'on doit être hyper pénible. Enfin, on doit vraiment être très désagréable parce que nous, ce qui nous paraît intéressant et tu fais partie de la conversation, tu poses des questions, tu demandes pourquoi, ça génère un intérêt. Tu te dis, bah la personne voit que je suis intéressée. Et je pense que les Coréens, ils doivent se dire, mais vous êtes franchement pénible. Enfin, on vous demande de faire un truc, vous faites un truc et puis c'est tout, quoi. Donc c'est pour ça que je dis, il faut rester ouvert dans les cultures parce que ce qui nous paraît être un intérêt poli, eux, c'est en mode genre, les gars, on a peut-être autre chose à faire que de se poser 15 000 questions. Donc ça, c'était un peu complexe parce que en plus, j'ai un esprit où j'aime beaucoup poser des questions, je suis très curieuse. Donc le côté un peu, bah tu fais A et puis pour arriver à B, moi j'étais genre non, il faut passer par Z avant. Donc voilà, ça c'était la plus grosse différence. Je pense que c'était rejoint un petit peu par mon collègue français aussi. C'était pas toujours facile pour nous parce que quand une décision tombait, tous nos collègues coréens y allaient direct, il fallait le faire et on se pose pas de questions. Et nous, c'était difficile parce qu'on voulait comprendre, en fait. Et cette notion de sens, alors à savoir que je travaille pour le gouvernement aussi, donc une institution publique, je ne sais pas ce que ça donne en start-up en Corée, c'est vraiment mon expérience, mais je trouve que en discutant avec d'autres personnes qui travaillaient dans le privé en Corée, c'était un petit peu la même chose. Cette notion de sens n'est pas là. Et c'est comme ça. Enfin, c'est pas une critique que je leur fais, c'est vraiment un constat. Chaque culture est différente. La Corée du Sud, ça explose en termes de chiffres, donc peut-être qu'ils font quelque chose de bien aussi, j'en sais rien. Mais ça, c'était la plus grosse différence. Avec aussi le respect des aînés, qui est très 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 présent en Corée du Sud. Alors encore une fois, je pense que j'entends déjà des gens qui disent mais en France aussi on respecte les aînés, ça n'a rien à voir. C'est pas à ce même niveau-là. Il y a vraiment une culture de la personne plus âgée chez eux où tu as une vraie déférence envers eux. Enfin, c'est vraiment ils sont plus âgés, ils ont quelque chose à te partager, il faut les écouter, c'est eux qui ont la sagesse. Ce qui a ses limites aussi, mais ce que je trouve intéressant, c'est que tu as aussi une culture des jeunes qui doivent être beaucoup aidés et accompagnés.
Et du coup, moi, j'étais dans l'entreprise qu'on appelle la MACNE. MACNE, c'est en fait la plus jeune personne de l'entreprise, la nouvelle, en fait, le nouveau, si tu veux, le bébé de l'entreprise. Ouais. C'est ça. Et en fait, du coup, on devait beaucoup m'accompagner. On me payait à manger, on me donnait à boire, enfin, c'était vraiment j'étais le bébé. Et ça, en France, ça n'existe pas. Ça a ses avantages et ses inconvénients parce que des fois, t'as pas envie d'être un bébé. Et des fois, c'est un peu chouette de se faire chouchouter aussi quand t'es le bébé. Donc, mais c'est assez impressionnant. Ils ont une culture très familiale presque dans l'environnement de travail, tu vois. Et ça se ressent du coup vachement en entreprise. Complètement. Enfin, vraiment. Alors déjà, la Corée est ultra patriarcale. Je vais pas aller trop dans ces sujets-là, mais il faut le savoir quand même. Donc c'est vrai que le chef d'entreprise ou le directeur, c'est le chef de famille, et du coup après tout est très hiérarchisé en fonction de ça. Les plus aînés ont raison et c'est eux qui travaillent plus, donc il faut les écouter. Et les plus jeunes sont là pour apprendre et c'est des bébés, donc voilà. Enfin, donc il y a vraiment un côté très famille dans l'entreprise, ce qui en fait il y a très peu en France finalement. Alors il y aura ça dans les petites entreprises familiales, mais dès que tu passes au grand groupe, ça n'existe plus, cette notion-là, quoi. Ça vole en éclats, ouais. Donc, Et du coup, au niveau des challenges que tu as pu rencontrer dans ton travail avec la Corée, est-ce que tu vois d'autres challenges par rapport à ce que tu as cité? Ou est-ce que les principaux, c'est vraiment ceux que tu nous as partagés à l'instant? Je pense effectivement que le management, du coup, ne pose pas de questions. C'est comme ça, c'est compliqué quand on est français. Il y a aussi la barrière de la langue, n'oublions pas, parce que la Corée du Sud ne parle pas très bien anglais. La jeune génération, oui, mais la génération qui est un peu plus âgée dans le monde du travail, ça parle pas anglais, donc c'est tout en coréen. Moi, j'avais des bases de coréen, mais assez pour comprendre, pas assez pour parler. Ce qui en soi, des fois, c'était des vrais atouts, parce que du coup, ils ont un côté avec les étrangers où ils font pas trop confiance, et du coup, ils vont nous prendre un peu pour des débiles, et du coup, ils vont parler en coréen entre eux. Donc moi, j'arrivais à grappiller des informations sans qu'ils le sachent, donc ça, c'était génial. Mais c'est vrai que dans une culture où il y a zéro anglais, il y a pas les mêmes logiciels, parce que la Corée du Sud, c'est un des rares pays au monde qui utilise pas Google. Donc ça veut dire que les sites coréens, ils ont un autre navigateur de recherche qui s'appelle Naver, et c'est un des seuls pays au monde qui n'utilise pas Google. En fait, donc toutes les applications, les machins, tout ça ne sont pas adaptés au marché français. Donc quand tu fais la culture et la passerelle entre la France et la Corée et que du coup ton site internet ne fonctionne pas en France, c'est très pratique. Donc voilà, c'est complexe. Donc la barrière de la langue, c'est un vrai sujet avec la Corée. Donc ça a été une difficulté, même si au bout d'un moment je comprenais beaucoup mieux. Et pour moi, la grosse difficulté aussi, c'est être une jeune femme, puisque comme je l'ai dit, voilà, c'est un pays qui est très patriarcal, et du coup, quand tu es jeune, déjà, tu fais partie des bébés, donc t'as pas ton mot à dire, mais quand t'es une nana, c'est encore difficile. Enfin, on est dans un pays vraiment très masculin, surtout dans l'économie et la diplomatie. Bon, en France, on n'est pas forcément mieux, mais du coup, c'est pas toujours évident de faire passer ses idées, de tout ça. Alors moi, j'ai eu de la chance d'avoir des chefs qui étaient vraiment super là-dessus, mais c'était le management direct et pas le management plus haut placé. Donc ça, c'est un vrai sujet. Ils en sont très conscients, les Coréens, donc je pense que je vais pas me faire incendier si je parle de ça. Ça fait vraiment partie de leur challenge. Pour moi, c'était les plus grosses difficultés qui entravaient pas mal le travail, mine de rien. Donc voilà, c'était les plus grosses difficultés. Les plus grosses difficultés. Alors, du coup, maintenant, aujourd'hui, tu travailles dans une start-up. Alors, j'aimerais Tout à fait. Que tu nous parles, du coup, de cette transition. T'es passé dans cette start-up à quel âge? Enfin, ça fait combien de temps que tu y travailles? Et du coup, comment tu as pu gérer cette transition entre deux mondes totalement différents? Ouais, complètement. Alors oui, c'est vrai, c'est vraiment passé du coq à l'âne. Autant dans le début de ma carrière, c'était une des transitions assez compréhensibles, mais c'est vrai que là, c'est un peu parti n'importe où. Mais ça a une base, c'est qu'en fait, quand je travaillais pour le gouvernement coréen, je travaillais dans la K-beauty. Et je devais du coup trouver des acheteurs français pour des produits coréens de K-beauty. Et je me suis très bien entendue avec un de ces acheteurs français qui avait un projet de start-up qui était hyper aligné avec mes valeurs. Je les ai suivis tous les deux depuis le début du projet, mais on travaillait, c'était un petit peu comme mes clients, même si pour le gouvernement coréen on peut pas parler de clients, mais on va dire que c'est un petit peu ça.
Et en fait, on s'est bien entendu et à un moment, ils m'ont proposé de rejoindre l'aventure. Et c'est vrai que moi, j'avais fait un petit peu le tour dans mon boulot précédent. Du coup, j'avais envie d'un nouveau challenge. Donc, je suis passée dans cette start-up, qui fait des conseils pour les produits de beauté. Pas que K-Beauty, hein, il y a aussi d'autres cosmétiques. C'était un changement total et absolu pour moi, mais je crois que j'avais besoin de ça. En fait, on m'a proposé un poste de directrice du service client, en sachant que du coup, c'était pas dans l'international, c'était pas un boulot que j'avais déjà fait auparavant, et c'était dans l'optique de structurer une partie importante de cette boîte-là. Donc, c'était vraiment viens réapprendre un métier totalement différent. Je suis très curieuse et je suis très touche à tout, donc ça m'a beaucoup intéressée de rejoindre cette aventure. Pourquoi? Déjà parce que c'est une entreprise où les valeurs, je m'y retrouvais totalement, et j'arrivais à un point de ma vie où j'étais en train un peu de sous-peser tout ça, soit rester dans le milieu international qui me plaisait, mais où peut-être les valeurs, je les rejoignais plus trop, ou alors partir à l'aventure totalement sur un poste que je connais pas, mais au moins je suis alignée avec les valeurs. C'était un pari, hein, je vais pas te mentir. Après, j'ai un petit côté bélier en moi, donc c'est vrai que quand j'aime bien quelque chose, je fonce sans réfléchir. Je panique quand j'accepte après, mais sur le coup, j'y vais. Donc j'ai accepté direct quand mon boss m'a fait la proposition, et puis le lendemain, j'ai regardé mon mec et je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi? Donc voilà, j'ai eu des petits moments de panique, mais en soi, je regrette pas du tout. Et vraiment, pourquoi je regrette pas? Vraiment pour les valeurs. C'est-à-dire que j'ai réappris un nouveau métier. Ça fait 1 an et demi que je suis dans la boîte maintenant, à peu près, je pense. À peu près, on va dire. Et en fait, je me suis rendu compte qu'à partir du moment où tu étais alignée avec les valeurs et que tu étais prête à bosser, ça matchait vachement plus que dans un job où en fait je savais sur le bout des doigts ce que je devais faire, mais par contre tous les matins c'était dur parce que j'étais pas alignée avec ce que la boîte proposait. Donc, mais alors oui, entre la diplomatie et la start-up, c'est vraiment complètement différent, ne serait-ce qu'en termes de management, quoi. Enfin, pour moi, je suis vraiment passée... Mais ouais, c'était particulier. Ouais, c'était un gros changement. Et du coup, t'as intégré la start-up à quel âge? 27, 27, je pense. Ok. 27 ans, oui, c'est ça doit être 27. ça. Je sais, dans les échanges qu'on avait eus avant que tu intègres Manager 360, il y avait ce côté, je suis une jeune manager, comment je peux être légitime? En plus, là, tu viens de dire, t'es arrivé dans un nouveau travail, une nouvelle expérience, un nouveau milieu. Complètement. Donc, je sais que la question de la légitimité se posait pour toi, et notamment vis-à-vis de ton âge et de ton jeune âge. C'était quoi un peu les croyances que t'avais par rapport à ça? Et comment t'as fait pour les surmonter? Mais du coup, j'aimerais bien que tu nous expliques ce qui s'est passé dans ta tête quand, t'es passé d'un milieu que tu connaissais, dans lequel t'étais entre guillemets à l'aise, et t'es arrivé dans une start-up où ça va vite, sur un nouveau métier, des nouvelles compétences à apprendre. Et en plus, t'avais le côté jeune, où tu arrivais peut-être dans un contexte jeune, mais où tu devais aussi manager des personnes peut-être plus âgées que toi, etc. Parce que être directrice du service client à 27 ans, c'est quand même beau. Oui. Voilà, donc t'es face à des challenges, en plus de ton métier, mais liés aussi... Alors là, je pense pas qu'il y avait le côté « je suis une femme ». Je pense que ça n'apparaissait pas du tout dans la start-up. Mais peut-être le côté « je suis jeune, comment je vais faire pour gérer cette équipe ? Est-ce que je suis vraiment à ma place ?» Voilà. Est-ce que tu peux nous partager un peu ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là? Et ce que tu as mis en place pour surmonter ça? Alors, comme je l'ai dit au début, j'ai accepté sans réfléchir parce que j'étais trop contente. C'est après la réalisation que je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait? En fait, les premières choses que je me suis dit, c'est de quel droit tu penses que t'as le droit d'en arriver là, en fait. Parce que tu étais relativement à l'aise dans les missions que tu faisais auparavant, mais là, tu vas être directrice d'un truc que t'as jamais fait de ta vie, donc enfin qu'est-ce que tu fais, Georgette, quoi. Enfin vraiment j'avais beaucoup de mal avec ça. Pourquoi j'avais de mal? C'est parce qu'en fait je me disais oui, mais du coup tu vas être une de ces manageuses incompétentes qui vient là juste parce que c'est la next step et pas du tout parce qu'elle a envie d'être là, ce qui était totalement faux puisque j'avais très envie d'être là, mais enfin on se dit des choses vraiment nazes des fois à nous-mêmes. Je me disais t'es jeune, t'as pas l'expérience, tu vas manager des gens jeunes aussi, mais aussi des gens qui sont plus
âgés que toi, qui s'y connaissent à fond dans leur métier, et toi, tu vas être leur directrice alors que t'as jamais bossé dans ce secteur-là de ta vie. Donc, ouais, j'étais pas très gentille avec moi-même à cette époque-là. Ça a changé grâce à Manager 360 et d'autres, mais c'est vrai que on est trop sévère avec nous-mêmes. On le dirait jamais à ses potes, mais on se le dit à soi, donc je trouve ça infect qu'on le fasse pour nous-mêmes. Et en gros, ce qui revenait, c'était vraiment de quel droit t'es là. T'as pas cette expérience dans ce service-là, donc pourquoi t'es là? Et t'es super jeune, et d'où tu vas aller manager une nana qui a 10 ans d'ancienneté par rapport à toi, quoi. Donc ça, c'était vraiment complexe. Ce qui m'a aidé, déjà, c'est de demander à mes boss pourquoi ils m'avaient recruté. Parce que c'est ce que j'avais pas eu l'occasion de faire dans mes boulots précédents, et c'est vrai que à chaque fois je me demandais toujours pourquoi j'étais là, alors qu'en fait je savais faire mon métier, j'avais fait mes études là-dedans, mais je me posais quand même la question. Mais là, comme j'ai pas du tout d'expérience là-dedans, je voulais vraiment qu'ils me disent pourquoi ils m'avaient recruté, et ils m'ont rassuré là-dessus, et ils m'ont rassuré en disant que en fait c'est le type de métier où les soft skills, surtout en service client, c'est ça qui est le plus important. Et en fait, en venant de la diplomatie, c'est hyper logique d'aller dans le service client finalement, parce que t'as travaillé avec des diplomates et des chefs d'État. C'est pas un client qui est pas content avec sa crème hydratante qui va te faire peur. Et c'est vrai, parce que du coup j'ai un recul sur certaines situations grâce à mon passé. Mais tu vois, ça il a fallu qu'on me le dise. Tu vois, c'est pas forcément quelque chose que j'ai réussi à me rendre compte moi-même. Et en fait, je me suis rendu compte que dans les métiers que j'avais fait, il y avait tellement de compétences transférables, quoi. Donc ça, c'était super chouette. Mais c'est vrai que ce qui m'a beaucoup aidé, c'est quand la start-up a commencé à grandir. Donc déjà, j'avais fait ta formation Start and Smile, que j'avais trouvé super, parce que la veille de mon arrivée dans la start-up, j'avais fait au secours, et j'ai tapé sur Google comment gérer une équipe, management bienveillant, au secours, help. Je suis tombée sur Elodie. Du coup, ça m'avait vachement aidé. Mais quand je suis passée de 3 personnes à 10 personnes, je me suis dit, oula, là, il me manque des outils. Et du coup, c'est là où je me suis penchée sur la formation 360. T'avais vachement bien ficelé le truc d'accompagnement, donc t'avais vraiment fait un plan d'action sur ce qu'on allait faire. Je l'ai partagé à mes boss, et ils ont trouvé ça hyper pertinent aussi, parce qu'ils se disaient que ça serait chouette que je puisse être accompagnée. Et en fait, dans cette formation-là, j'ai été accompagnée par toi, qui m'a du coup donné des vrais outils de management que je n'avais pas. Mais on a été aussi accompagnés par d'autres nanas qui étaient avec nous dans cette formation-là, d'autres managers qui avaient des doutes. Et en fait, de les entendre partager leurs doutes alors qu'elles étaient plus âgées que moi et qu'elles avaient vraiment plus de bouteilles que moi, je me suis dit, mais en fait, ton âge n'a rien à voir avec les questionnements que tu te fais sur le management. Et ça, franchement, les filles Christine et Isabelle, je pense à vous, mais elles m'ont ouvert les yeux sur des trucs où je me suis dit, mais en fait, ce syndrome de l'imposteur-là, que j'ai 27 ans ou 55, c'est la même chose, en fait. Donc faut que je me détache de ça, et il faut que j'arrive à creuser d'où vient cette cause d'illégitimité, et c'est pas l'âge, en fait. Donc ça m'a vachement aidée. Ok. Merci, beaucoup d'avoir partagé en toute vulnérabilité tout ce qui s'est passé dans ton cerveau et tout ce que tu as pu ressentir par rapport à ce sentiment de l'imposteur et tout. Et effectivement, quand on est jeune manager, moi je te rejoins, c'est quelque chose que j'ai pensé, parce que moi j'ai commencé à manager à 28 ou 29 ans, des équipes très opérationnelles. Je disais, mais qu'est-ce que je vais leur apporter, quoi? Je viens des chiffres, je passe à ce domaine-là, mais je comprends pas pourquoi je suis là, et c'est un travail, de longue haleine, de comprendre comment est-ce qu'on peut aider les autres alors qu'on est jeune, alors qu'on est une femme, alors qu'on est plein de choses, tu vois. C'est ça. Et du coup, alors tu vois, t'as dit que la diplomatie t'avait beaucoup aidé dans ton métier de service client. Est-ce qu'il y a d'autres éléments issus de ton expérience internationale que t'as insufflé, que t'as distillé, que t'as mis par petites touches dans ton management aujourd'hui dans la startup? Est-ce qu'il y a d'autres éléments que t'as intégrés? Pas du tout. Alors, je pense que c'est le côté ouverture d'esprit. Alors, je m'explique, puisque ouverture d'esprit, ça veut tout et rien dire. C'est qu'en fait, il faut savoir que la personne en face n'a pas les mêmes expériences de vie. Du coup, ces expériences de vie vont faire que son vocabulaire est très différent, que sa manière d'aborder les choses, de voir la situation est très différente. Donc j'essaye en fait de faire partager ça à mon équipe, c'est-à-dire qu'on peut être très piqué parce que quelqu'un a dit quelque chose alors que la personne en face ne voulait pas dire quelque chose de méchant. Et autre chose qui découle de ça, c'est un peu moins bisounours, mais c'est aussi le fait que
c'est pas parce que tu comprends d'où vient la personne, tu comprends pourquoi elle réagit comme ça que tu dois accepter. Parce que c'est vrai que dans le monde international et de la diplomatie, il fallait vraiment avoir des accords win-win tout le temps. Il fallait que tout le monde soit satisfait, tout le monde est content, etc. Parce que sinon, ça déclenche une guerre, donc il vaut mieux pas. Enfin, j'exagère, mais on est à deux doigts. J'adore comment tu présentes les choses. Mais oui, non, mais j'exagère. J'étais pas dans des instances politiques aussi grandes, mais c'est vrai que entre deux entreprises très très grandes dans l'armement militaire, il faut mieux éviter qu'il y ait des bisbilles, on va dire. Du coup, j'ai retiré de cette leçon-là que ça, c'est bien dans la diplomatie, mais en fait, dans la vie de tous les jours, dans mon service client, je suis d'accord que chacun a ses expériences, chacun vient des milieux différents. Par contre, il faut pas que ça marche sur nos valeurs à nous. Du coup, certes, il y a peut-être quelqu'un qui n'a pas voulu mal, etc. Mais si ça met mal mon équipe, je mets un stop parce que pour moi, tu peux accepter les différences de culture, les différences de comportement, tant que ça n'empiète pas sur tes valeurs à toi. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai adapté dans mon management où j'ai toujours dit aux filles de mon équipe, enfin aux filles et aux garçons quand il y avait des garçons, mais que tu restes bienveillant, tu restes gentil. Par contre, à partir du moment où la personne en face n'est pas réceptive, tu as le droit de mettre un stop. Et ça, pour moi, c'était hyper important. Et je pense que ça vient de mon expérience où du coup, j'avais pas forcément le droit de le faire. Et du coup, là, je me suis dit, c'est hyper important pour moi, en fait, d'avoir cette limite-là. Mais de garder quand même le côté où tu peux comprendre d'où vient la personne. Et ça, du coup, ça vient avec les différentes cultures avec lesquelles j'ai pu interagir. Mais c'est pas parce que tu comprends la personne que tu peux excuser un comportement, par exemple. Oui, ça n'empêche pas de poser ses limites, son cadre. Et ce que toi, Exactement. tu attends dans le cadre de ton équipe, de ton entreprise, de ton service, etc. Ouais, tu as tout à fait raison. Exactement. Tu as très bien exprimé. Donc ça, je pense que ça vient de là. Et qu'est-ce qui est sorti ? Je pense que c'est ça, c'est vraiment le côté adaptabilité. Puisqu'en ayant bossé avec la Corée du Sud, j'ai bossé dans plein de domaines différents, comme je t'ai dit, l'hydrogène, les piles électriques, les lunettes, la K-beauty, etc. Et dans mon entreprise précédente, j'ai pu bosser avec énormément de pays. Enfin, comme je te disais, Vietnam, Thaïlande, Pakistan, etc. Enfin, vraiment un peu tous les pays d'Asie. Et du coup, tu peux pas rester ancré sur ce que tu connais, ce que tu sais faire. Il faut que tu joues avec tout le monde, en fait. Donc, c'est vraiment le côté, OK, il y a un imprévu absolu. Et il faut savoir le gérer, il faut savoir gérer les urgences. Je bosse extrêmement bien dans l'urgence parce que tu mets événementiel et international, t'es obligé, surtout dans la diplomatie, où en général, t'es au courant, 15 jours auparavant que la personne va arriver. Donc ce côté vraiment, j'apprends à mes équipes aussi à dire voilà, il y a des imprévus qui vont arriver dans la vie, on sait les gérer, on peut les gérer, il faut juste apprendre à les classer en termes de priorité. Et ça, cette flexibilité, c'est un vrai atout que j'ai et je l'ai eu grâce à mes expériences et des bons managers que j'ai eu précédemment qui m'ont vachement appris ça. Donc je suis très reconnaissante parce que je pense que ça aide beaucoup de savoir les priorités en fait. Ah oui, c'est une des bases, ouais, très clairement. Mais déjà, tu as réussi à nous citer 3 éléments que tu as pu retirer de ton expérience internationale par rapport à ça, donc c'est trop bien. Alors, moi, Zoé, je te trouve hyper inspirante dans tout ce que tu as mis en place avec ton équipe. Donc, c'est une de mes questions. Mais avant de rentrer dans cet aspect-là, voilà, je fais un petit teasing parce que franchement, moi, tu m'as toujours épatée de tous les éléments concrets que tu as mis en place avec ton équipe. Mais avant de nous partager quelques éléments que tu as pu mettre en place, j'aimerais que tu nous parles de ton expérience avec Manager 360. Tu as fait la formation, donc effectivement, comme tu as expliqué, tu avais fait Start and Smile qui aide à réussir sa prise de poste de manager. Et après, tu as rejoint Manager 360 en mars, donc de mars à juin 2023. Pourquoi tu as décidé de te former ? Tu l'as un peu dit tout à l'heure, parce que tu es passé d'une équipe de 3 à 10, mais qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette décision de passer le cap de te former ? Parce que souvent, quand on est manager, on peut se dire qu'on va y arriver seul, ou alors on a peur aussi des fois de demander à son entreprise de nous aider à nous former parce qu'on veut pas paraître faible, on veut dire qu'on va s'en sortir, limite on veut pas les déranger entre guillemets avec ça. Donc, qu'est-ce qui t'a fait passer à l'action ? Qu'est-ce qui t'a poussé à prendre cette décision de te former ? Et pourquoi avec moi ? Parce que tes formations en management, il y en a plein. Ouais, donc voilà, explique-moi un petit peu ce cheminement par rapport à ça. Alors déjà, par rapport à moi,
Je vais pas de toute façon, je crois que je te l'avais dit, mais j'ai eu peur au début de demander à mes employeurs cette formation-là. Pourquoi? Parce que j'avais peut-être pas eu le management le plus bienveillant auparavant et le plus ouvert à la formation. Donc c'est vrai que il a vraiment fallu que je fasse une liste de pourquoi j'avais envie et besoin d'être formée. Alors pourquoi j'avais envie et besoin d'être formée? Parce que déjà j'ai une super équipe. J'adore mon équipe, c'est pourquoi je me lève le matin. Et je me suis dit, il mérite d'avoir quelqu'un qui sait ce qu'il fait ou qui en tout cas est plus à l'aise avec l'exercice. Et du coup, j'ai vraiment eu envie de me former pour elles, pour leur apporter le meilleur qu'elles puissent avoir en entreprise, qu'elles puissent donner le meilleur d'elles-mêmes aussi. Donc je me suis dit, à un moment, faut bien que ça commence quelque part. Donc je voulais avoir des outils et je voulais me sentir mieux avec moi-même. Et en fait, pour l'histoire très drôle, c'est que j'avais limite préparé un PowerPoint pour présenter à ma chef en disant j'ai envie de ci pour ça, j'ai envie de ci pour ça. Et en fait, mais je crois que j'en avais parlé. On en avait échangé ensemble lors de l'appel découverte. Je t'avais un peu coaché pour cette demande parce que oui, tu m'avais exprimé tes craintes par rapport à ça. Et du coup, on avait un peu décortiqué ce que tu avais en tête. Et du coup, je t'avais dit, mais tu peux te préparer quelque chose à lister si tu souhaites. Hein, mais je t'avais dit, c'est aussi un droit de se former. Ça veut dire aussi que tu t'impliques pour ton équipe. Là, tu l'as très bien exprimé, mais à l'époque, tu l'exprimais pas forcément comme ça. Ah, mais pas du tout, c'est clair. Mais voilà, on peut montrer, en fait, c'est aussi un moyen de montrer à son entreprise qu'on a envie d'évoluer, qu'on a envie d'avancer, qu'on a envie de bien faire les choses. Et c'est pas forcément le côté, je suis faible, je sais pas faire, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi. Et du coup, je t'avais donné 2-3 conseils par rapport à ça pour faire la demande, effectivement. Mais je ne savais pas que tu avais fait tout un PowerPoint. Mais si, mais alors en plus, et pour l'histoire drôle, c'est que du coup, j'avais à moitié, je sais plus si, je crois que j'avais fait un espèce de petit PowerPoint, et en fait, je suis arrivée à mon one-to-one avec ma chef, et en fait, je lui ai dit, bah voilà, je ressens l'envie de me former en management par rapport à mon équipe, et en fait, j'allais lui dire, et justement, je t'ai préparé un truc pour te montrer pourquoi, et elle m'a dit, ah mais oui, on en a parlé avec le PDG, on s'est dit que ce serait une super idée. Et du coup, elle m'a complètement coupé l'herbe sous le pied. Elle était vraiment genre, waouh, mais c'est trop chouette. Est-ce que tu as une formation en tête? Et j'étais genre, bah oui, la formation manager 360 avec Elodie. Et j'explique par A plus B. Elle fait, ok, top, impeccable. Et du coup, je fais, mais pourquoi c'est si facile? C'est quoi ce truc? C'est ça. Donc c'est vrai que j'encourage les gens qui n'osent pas trop. Bon, alors chaque management est différent, mais en fait, c'est vrai que tant qu'on demande pas, on saura pas. Et puis peut-être qu'il y aurait pas eu des financements sur le moment, mais il y aurait peut-être après. Enfin, on sait pas. Donc je pense que ça vaut le coup de demander. Et sinon, pour revenir à la question de pourquoi toi, c'est parce que c'est vrai que auparavant, j'ai jamais pensé vraiment que j'aurais été manager. Enfin, je me voyais pas forcément chef d'équipe parce que dans l'international, c'était un petit peu différent. Et c'est vrai que quand j'ai commencé à l'être, j'ai cherché plein de ressources de c'est quoi un bon manager, comment être manager, etc. Et en fait, je tombais beaucoup sur des mecs, on va pas se mentir, mais vraiment en mode comment se faire de la thune, comment avoir l'équipe la plus performante au monde, comment presser le citron à ses équipes pour arriver au meilleur d'Anani. Et c'était d'une angoisse absolue pour moi. Ça ressemblait pas à mes valeurs. J'aimais pas ça du tout. Et en fait, après, à l'inverse, quand je cherchais un peu sur le management bienveillant, il y avait un petit peu le côté chamallow aussi, en mode le monde est gentil, le monde est bisounours, et c'était pas non plus exactement vers là où je voulais aller. Et c'est vrai que quand j'ai trouvé toi j'ai trouvé que tu avais des notions hyper applicables et rapidement, et du coup ça correspondait mieux parce qu'on était aussi dans le management bienveillant, donc on était vraiment dans l'accompagnement des équipes, mais on était également dans il faut que l'entreprise elle avance aussi, donc voilà des techniques qu'on peut mettre en place pour améliorer, etc. Et du coup pour moi c'était vraiment l'intersection de ce que je voulais. Je te trouvais très abordable aussi parce que tu proposais des sessions pour voir si le projet était pertinent ou pas, donc on a pu vachement échanger là-dessus. T'es hyper accessible en DM aussi, donc j'étais rassurée parce que je me disais ça va être une formation avec quelqu'un qui aime ce qu'elle fait, qui aime accompagner les gens et qui a des valeurs qui matchent énormément avec moi, mais avec celles de ma boîte aussi. Donc pour moi c'était vraiment, j'ai pas trop réfléchi, j'en ai regardé d'autres, mais il y a pas, enfin celle-là me paraissait la plus pertinente et je ne regrette pas du tout. Alors justement, t'anticipe ma prochaine question. Qu'est-ce que donc aujourd'hui tu as fini la formation en juin.
On enregistre le podcast là, pour donner contexte, on est au mois d'août. Il est diffusé en septembre, mais on peut aussi l'écouter plus tard. Hein. Donc là, on est en août 2023. Tu as fini la formation en juin 2023. Qu'est-ce que tu retiens de la formation? Comment tu te sens déjà aujourd'hui dans ton rôle de manager? C'est ma première question. Voilà. Comment tu te sens par rapport à comment tu te sentais avant d'intégrer la formation? Et pour toi, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ton quotidien? Déjà, je me sens à ma place. Ce qui paraît très bateau de le dire, mais en fait, c'est pour ça que j'ai fait cette formation. Je sens que je suis là pour une raison et je crois que j'en avais besoin pour avancer et pour aider mon équipe aussi. C'est de battre un peu ce syndrome de l'imposteur qui revient de temps en temps. Hein, ne vous inquiétez pas, il y a toujours besoin des petits piqûres de rappel. Mais c'était ça qui me bloquait au niveau de mon potentiel, en fait. C'était vraiment de me dire, mais qu'est-ce que tu fais là, ma pauvre, quoi. Enfin, Manager 360, ça aide à établir et à quelque chose de plus fort et ça aide à casser tous les a priori, les préjugés qu'on a et ça c'était très fort pour moi. Ce que j'ai trouvé très important aussi, c'est que je me sens aidée avec des outils concrets. Donc, il y avait vraiment un moite-moite avec l'état d'esprit où il fallait que je me sente plus légitime. Mais après, il y avait un vrai besoin d'outils, d'organisation, d'anticipation, etc. Et en fait, d'avoir un mix de ces deux-là, je me sens plus préparée. Parce que déjà, je suis plus à l'aise avec moi-même, donc ça aide. Mais j'ai des outils que j'ai pu actionner dès les premières semaines où on a commencé cette formation-là. Et du coup, c'est des outils qui sont franchement applicables et transférables, puisque maintenant, je manage des managers aussi et je leur passe ces outils-là. Donc, c'est ça que je trouve sympa. Je me sens à l'aise avec le fait d'être manager et je me sens à l'aise avec le fait de transmettre des outils. Donc pour moi, Manager 360, c'était vraiment un changement de cap absolu pour ça et aussi pour la communauté qu'on a pu créer avec les filles qui ont fait cette formation, qui sont d'une force absolue. Et du coup, on a pu créer un espace d'écoute et de partage qui fait que ma vie, elle est vraiment différente maintenant. Enfin, en termes de management, c'est incroyable parce que quand j'ai une question à poser, et ben voilà, je peux vous la poser dans le groupe. Quand j'ai un coup de mou, et ben on va s'aider. En fait, c'est d'être avec d'autres gens qui sont pas de la même équipe que toi, qui n'ont pas les mêmes enjeux que toi, donc il y a pas de compète ou rien du tout. On peut vraiment se mettre à nu et partager les soucis du quotidien, les astuces que elles ont pu mettre en place dans leur équipe, les astuces que moi j'ai pu mettre en place mais qui peuvent être transmissibles. Manager 360, c'est un investissement parce que c'est un investissement de temps. Ça nous a pris du temps de mars à juin. Mais après, tu te sens vraiment libéré d'un poids et surtout, tu as envie de continuer à t'améliorer dans ton management, ce qui, pour moi, c'est l'essentiel parce que si tu termines la formation en disant « Allez hop, c'est bon, ça c'est plié », c'est qu'il y a quelque chose qui s'est pas fait. Donc, c'est vraiment l'envie d'aller plus loin où ça me fait trop plaisir et où je me suis pas dit à la fin de la formation « Oh punaise, être manager, c'est vraiment… » Là, maintenant, je me dis « Ok, j'ai ces bases-là en management, what's next ?» Bon, je prends tous tes retours avec plaisir. Yes. Et mais c'est vraiment sincère en plus. Donc j'ai trouvé cette formation. Mais de toute façon, n'importe qui est passé faire cette formation ferait exactement le même speech que moi. Là, je pense que pour le coup, on est très raccord. Merci beaucoup. Et du coup, j'aimerais finir l'interview avant les petites questions habituelles que je pose en fin. Donc, tu as dit que la formation mixait l'aspect mindset et l'aspect concret. Donc, moi, c'est vraiment mon objectif et je suis ravie du coup que tu aies dit ça parce que c'est vraiment la formation que je voulais transmettre parce que oui, complètement. Je trouve que dans la plupart des formations du marché, tu as l'aspect très technique. Mais pour moi, si tu n'as pas l'état d'esprit, que tu n'as pas confiance en toi, que tu te sens pas à ta place, tu peux avoir toutes les techniques du monde. Tu auras toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas. Donc, l'aspect mindset est très important, mais l'aspect concret aussi, parce que je sais que le quotidien, c'est pas juste des méthodes ou des concepts théoriques qu'il faut appliquer. C'est aussi comment je fais moi pour l'intégrer dans mon quotidien. Et j'aimerais que tu nous partages des bonnes pratiques managériales que tu as pu mettre en place. Alors, je dis pas forcément liées à la formation. Si t'en as, que t'en as mis en place et que t'as vu que ça marchait, tant mieux. Mais je sais que t'en as mis d'autres aussi avant, dans ton quotidien de manager, avant de faire la formation. Parce que déjà, tu es dans un milieu, ta startup est quand même dans un style de management qui pousse à tester des choses et à mettre en place des choses innovantes d'un point de vue organisation, management, etc.
Donc, quelles sont les pratiques managériales que tu as pu mettre en place et qui maintenant font partie de ton quotidien, de tes routines et que tu lâcherais pour rien au monde? Les pratiques managériales dont tu es la plus fière, en fait, d'avoir mis en place et que tu as envie de transmettre absolument à n'importe qui est manager. Si tu peux m'en citer 1, 2 ou 3. Voilà. Je sais que tu en as dans ta sacoche. Alors déjà, les one-to-one, pour moi, alors je sais que ça faisait partie de la formation, mais c'est vrai que moi, je les avais mises en place avant. Donc en fait, avec les gens que je manage en direct, je fais des one-to-one. Donc les one-to-one, c'est des entretiens hebdomadaires que moi, je fais un tout petit peu plus long que toi, Elodie, parce que moi, je suis en 100% télétravail. Donc les one-to-one avec mes managers en direct, ça dure une petite heure en général. Et en fait, toutes les semaines, on se voit pendant cette petite heure-là. On va parler de comment ça va, comment est la charge de travail, comment on se sent, est-ce qu'il y a besoin de prendre des vacances, quels sont les projets en ce moment, comment on avance dessus, etc. Et ce que j'ai rajouté en plus, c'est avec mes N-2, pour le coup. J'ai mis en place un entretien trimestriel. Donc les personnes que j'ai pas en management en direct, je prends 1 heure, on appelle ça un petit peu la papote café, où je parle avec elles de leur aspiration, de leur mood du moment, comment ça se passe, etc. dans l'objectif de m'assurer que mes équipes vont bien et aussi dans l'objectif de voir s'il n'y a pas des petites pépites qu'on ne voit pas passer. Parce que des fois, il y a des gens qui vont avoir des idées où dans le quotidien, tu vas pas les sortir et puis quand tu sors un petit peu du cadre, tu vas les sortir. Donc les one-to-one hebdomadaires pour mes N-1 et les one-to-one trimestriel pour mes N-2, ça c'est vraiment mon pilier. J'ai pu du coup alerter quand ça n'allait pas très bien, j'ai pu trouver des bonnes idées quand j'en avais, donc c'est vraiment clé pour moi dans le management. Ça évite aussi le syndrome du manager sous l'eau complètement inaccessible que j'ai pas du tout envie de reproduire parce que on peut être très occupé et tout, mais le principe du manager, c'est d'être là pour son équipe aussi. Sinon, je vois pas l'intérêt d'être un manager. T'es juste un chef de projet sinon. Donc, pour moi, ça, c'est très important. Qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis en place des to-do list hebdomadaires aussi, où en fait, mes managers doivent venir vers moi et c'est elles qui le font. Elles viennent vers moi avec une to-do list de priorités de tâches dans la semaine et on évalue ensemble si ce sont vraiment des priorités. Pourquoi c'est pas moi qui établis cette liste de priorités pour elles, mais elles qui me l'amènent? Parce que comme ça les fait réfléchir sur l'importance de telle ou telle tâche. Pourquoi c'est quand même moi qui les vérifie? Parce que j'ai une vision stratégique qu'elles n'ont pas forcément. Donc des fois, ça m'aide à mettre des choses en perspective. Par contre, j'ai vraiment envie de les former sur cette prise de hauteur. Et du coup, pour moi, c'est hyper important qu'elle fasse ce travail dans un premier temps et qu'on le voit ensemble après. Ça évite les semaines où il y a des salariés qui disent j'en peux plus, je suis sous l'eau, je sais plus quoi faire, parce que là, déjà, on essaie de faire ça en amont et ça évite les coups de mou, ça évite les moments de panique, etc. Surtout en 100% télétravail. Donc ça me paraît très important. Et peut-être le troisième point, c'est vraiment, j'essaie vraiment de mettre en place un management collectif et participatif. Donc j'essaye vraiment de faire que les gens qui sont à un niveau de management équivalent travaillent ensemble et pas en compétition. Donc je gère 3 managers en dessous de moi et ces 3 nanas-là qui sont absolument top, elles apprennent à travailler ensemble, à partager leurs difficultés, à partager leurs réussites, à partager leur manière de faire. Et du coup, je veux vraiment qu'elles partagent leurs outils, qu'elles aient un espace de parole qui soit ouvert et qui les amène à manager comme ça leur équipe également. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui tranche, mais par contre, tout le monde a le droit à la parole et tout le monde a le droit à amener son idée. Donc, cette espèce de travail sur le management participatif et collectif, ça me paraît vraiment important parce qu'aussi, on est dans un service client, donc de soft skills aussi. Je sais pas si c'est forcément applicable partout, mais chez nous, c'est ce qui fonctionne, en tout cas pour l'instant. Voilà mes 3 petits tips. Merci pour tes partages. Moi, je sais que je t'avais un peu questionné sur tes entretiens trimestriels avec les N-2. Moi, je le faisais de temps en temps, mais c'était pas forcément quelque chose que j'avais processé, que j'avais ritualisé. Ouais. Et c'est vrai qu'on en a parlé en plus ensemble il y a pas très longtemps et j'étais attends Zoé, explique-moi un peu. C'est hyper intéressant. Et je suis ravie de tout ce que tu as donné aussi comme astuce puisque
Alors, c'est drôle parce que ta to-do list hebdomadaire pour la gestion des priorités, si on se remémore le début du podcast, c'est clairement issu de ton expérience internationale par rapport à ça. Oui, c'est ça, complètement. Complètement. Et j'ai pu participer aussi, j'ai pu faire un atelier avec les 3 personnes que tu manages, voilà, pour créer cette cohésion d'équipe, le fait qu'elles travaillent ensemble et qu'elles soient pas dans le jugement et la compétition, mais vraiment dans le travailler ensemble. Et t'as raison, c'est hyper important. On arrive à la fin de notre interview. Avant de se quitter, j'aimerais que tu nous partages d'abord peut-être un mantra, une citation qui t'accompagne au quotidien, sur laquelle tu aimes bien te rattacher. Quand tu as un coup de mou ou quand tu as une difficulté ou juste voilà, l'étoile qui te guide peut-être au quotidien. Yes, ça fait partie des 4 accords Toltec que du coup là je fais un petit clin d'œil à Christine et Lisa si elles nous écoutent. C'est grâce à elles que je l'ai en tête. C'est surtout particulièrement pour moi le 3e accord Toltec qui est ne faites pas de suppositions. Je suis quelqu'un de très sensible et malgré le fait que j'ai dit que dans l'international, tu dois être ouvert, etc., tu dois faire attention à toutes les cultures, je peux pas m'empêcher de temps en temps de prendre des choses très à cœur. Et du coup, ce 3e accord Toltec, ne faites pas de suppositions, c'est vraiment partir du principe d'être neutre dans la situation pour être le plus ouvert possible sur ce que la personne a réellement voulu dire. Et c'est pas parce qu'une personne a fait un faux pas qu'elle veut le faire contre toi, et c'est peut-être une mauvaise compréhension de la situation. Et c'est vrai que les filles dans le groupe me le disent souvent, Zoé, le 3e accord Toltec, qu'est-ce que c'est? Mais elles ont vraiment raison, et maintenant je les entends dans ma tête me dire ce 3e accord Toltec que je trouve hyper intéressant. Et je pense que si vous êtes un peu sensible, vous qui écoutez ce podcast aussi, se remémorer cette phrase, je la trouve vraiment incroyable parce que elle est d'une puissance qui va vous faire aussi aborder la vie de manière plus légère, parce que ne pas faire de suppositions, ça veut dire que tout n'est pas de votre faute en fait. Des fois c'est la vie qui fait que, et du coup c'est vraiment un mantra que j'essaye de me répéter à fond, et je le trouve très très fort. Ouais, de toute façon les accords Toltec c'est hyper puissant, et c'est vrai que ça peut accompagner beaucoup de situations au quotidien pour arriver à prendre le recul et à avancer. Moi j'adore les accords Toltec. Clairement, c'est très simple, c'est très court à lire, et ça amène plein de leçons hyper pertinentes. Et pour finir, est-ce que tu as une ressource? Alors, ça peut être un livre, ça peut être un podcast, ça peut être une chaîne YouTube, une vidéo, un film, une série, peu importe, qui t'a aidé. Alors, on va peut-être sortir du management, j'ai envie de dire, peut-être dans ton dev perso en général, ou dans ton management, ton leadership, peu importe, tu vois. Mais une ressource que tu aimes bien citer, que tu aimes bien partager. Alors je dirais, c'est très récent, mais c'est ce que j'ai en tête là de suite pour mon management, et surtout le management à distance, puisque du coup comme je suis en full remote, c'est pas toujours évident de trouver des sources dessus, parce que en France c'est quand même très récent comme mouvement. Il y a une newsletter par le PDG de Pimpan, comment il s'appelle, Baptiste Amin, qui en fait donne tous les lundis une astuce de management en fait. Alors il a parlé de comment gérer une équipe en 100% télétravail, il a parlé aussi de comment gérer une équipe dans la bienveillance, comment maintenir de la cohésion dans son équipe, et en fait c'est des conseils hyper concrets et hyper applicables. Pareil dans la manière de gérer son temps aussi, faire attention de pas être sous l'eau, parce que quand on est en télétravail souvent on compte pas nos heures parce que on n'a pas les collègues qui se lèvent à 17h30 et qui partent. Donc en ce moment, ça m'aide vachement, beaucoup, parce que je vais mettre le lien. Je suis dans... Ouais, je le trouve top parce qu'en fait, il y a le côté où je suis pas la seule à faire ça. À vous aussi, vous faites comme ça. Donc j'aime trop quand je trouve des entreprises ou des personnes, tu vois, comme toi, comme lui, où on a des valeurs qui se rejoignent. C'est-à-dire qu'on n'a pas les mêmes boîtes, mais on manage avec la même idée en tête, quoi. Et ça, je trouve ça vraiment top. Ouais, alors tu vois, je connaissais pas du tout. Ouais, donc on va mettre le lien en description et dans l'article de blog associé pour pouvoir retrouver la newsletter. Là, tu vois, tu m'as donné un tips, donc je vais aller voir ça. Franchement, j'aime beaucoup. Après, je crois que Baptiste, c'est très récent ce qu'il a fait. Enfin, je l'appelle Baptiste comme si on se connaissait
connais pas du tout le pauvre. Mais c'est très récent, je crois, sa newsletter, ça fait 1 ou 2 mois, mais je la trouve... Et là, il l'a laissée à une de ses employés. Donc, c'est elle qui a écrit la newsletter. Donc, je trouve ça top. Et du coup, ça me donne trop envie de piquer les idées parce que je trouve ça trop chouette. Donc, je trouve ça vraiment cool. Et sinon, une ressource alors, un peu plus classique, mais que je trouve intéressante, c'est la communication non violente qui a été théorisée par Rosenberg, que j'essaie vraiment de mettre en place dans mon équipe et avec les clients. Mais après, ça rejoint vachement les accords Toltec, en fait. C'est voilà, ne pas faire de suppositions, écouter avec empathie, etc. Mais voilà, c'est si vous trouvez des bouquins sur la communication non violente, ça peut paraître très hippie comme ça, mais ça aide dans la communication de tous les jours, en perso ou en équipe, vraiment. Ah oui, c'est la base même. Ouais. Ah non, mais et puis il y a plein de gens qui connaissent pas parce qu'ils sont vraiment en mode genre c'est pour les EduxP, c'est pour les gamins difficiles, c'est pour les mages. Non, la communication non violente, tu peux vraiment l'appliquer tous les jours, quoi. C'est une manière de penser, quoi. Non, complètement, je te rejoins. Et alors, j'ai pas de titre de livre ou de titre en tête, mais on peut retrouver beaucoup de textes, notamment sur LinkedIn, sur la communication non violente. Il y a des bouquins sur ça. On peut aussi le retrouver sous l'acronyme CNV, si jamais... des fois, sur LinkedIn, beaucoup de gens en parlent, mais en utilisant l'acronyme sans forcément dire ce que c'est exactement. Mais c'est vraiment la base, effectivement, pour manager, pour communiquer et pour juste échanger avec d'autres personnes dans le cadre personnel ou professionnel. Donc, c'est... moi, je m'en sers beaucoup aussi dans ce que je transmets sur le management. C'est vraiment une des bases, très clairement. Donc, on est raccord là-dessus. Carrément. Bah, écoute, merci beaucoup, Zoé. Moi, j'ai bu toutes tes paroles aujourd'hui. J'ai adoré, mais de toute façon, je savais que ton interview allait être hyper inspirante et je suis ravie de t'avoir reçue aujourd'hui. J'espère que les auditrices auront été autant inspirées que moi, je l'ai pu l'être en t'écoutant. Vraiment, ton parcours est incroyable. Je te remercie beaucoup d'avoir partagé ça aujourd'hui et d'avoir aussi partagé ton expérience sur Manager 360. Si des personnes veulent échanger avec toi, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver? On sait jamais. Si jamais il y a des personnes qui veulent te poser des questions. Bien sûr. Yes. Déjà, merci beaucoup de m'avoir accueillie, Elodie. J'ai adoré pouvoir papoter ensemble parce qu'on papote déjà beaucoup à l'extérieur. Mais du coup, c'était chouette de changer l'exercice. S'il y a des personnes qui veulent venir me voir, je vous propose de me contacter sur LinkedIn. Je pense que Elodie, tu pourras laisser je mettrai le lien de ton profil. Et voilà, je reste disponible pour qui veut échanger avec grand plaisir. Et si je peux me permettre juste une dernière petite parole. Je sais pas s'il y a des jeunes femmes qui nous écoutent, mais franchement, les nanas, tentez tout. Parce que je me suis vachement retenue. Alors, j'ai l'impression quand je dis ça que je parle comme si j'avais 60 ans, mais je me suis beaucoup retenue face à des opportunités parce que je pensais que j'étais pas à ma place, parce que j'étais pas capable de le faire comme avant la formation Manager 360 où je me disais, mais non, je peux pas, je suis jeune, je suis une nana, je peux pas faire ça. Faites, vous êtes capable. Les mecs, ils vont pas vous attendre pour se lancer dans ces opportunités-là. Donc, prenez la place, prenez votre place. Vous avez le droit de prendre de la place. Mais quel mot de fin. On va finir sur ça, alors. Écoute, merci beaucoup et t'as complètement raison. Oser. Il faut oser. C'est le meilleur moyen de savoir et d'avancer. Merci beaucoup pour ce mot de fin. Avec grand plaisir. Merci à toi de m'avoir accueillie, Elodie. Merci à toi et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership.